Mes chers camarades, bien le bonjour, j'espère que ça roule de votre côté. Bienvenue dans cet nouvel entretien en partenariat avec la Nuit européenne des chercheurs. Alors la Nuit européenne des chercheurs, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui a lieu chaque année en septembre dans plusieurs villes. L'édition de cette année va se dérouler le 29 septembre dans 16 villes françaises. Et le thème de cette année, c'est nos futurs. Le but, c'est de créer des rencontres directes entre les chercheurs, toutes disciplines confondues, et le grand public, grâce à des animations diverses et variées dont vous pouvez retrouver le détail sur le site internet de l'événement. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour ceux qui sont en direct, et puis pour les autres, en rediff, vous trouverez le lien dans la description. L'édition 2023, c'est donc nos futurs, et quoi de mieux que à cette occasion pour parler de la conception du futur, plus généralement du temps aussi dans l'Antiquité grecque. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai l'honneur de recevoir William Pilot, qui est maître de conférences en histoire et archéologie du monde grec antique à l'université d'Angers. Il a déjà participé à la Nuit européenne des chercheurs. Il a soutenu en 2013 la thèse intitulée Ilion en Troade, de la colonisation éolienne au Haut Empire romain. Il a depuis écrit de nombreux livres, articles sur cette thématique. Notamment, il a participé à la Grèce classique d'Hérodote à Aristote, qui est dirigée par Catherine Grandjean, publiée en 2022 chez Belin. D'ailleurs, je vous conseille vraiment toute cette série de livres chez Belin qui sont absolument fantastiques. William s'est également intéressé au rapport des Grecs à la nature. Il dirige le programme de recherche Hésiode, histoire et épistémologie des savoirs et des idées aux origines de l'écologie, dont on va parler un peu plus tard dans l'entretien. Bref, ça fait beaucoup. Et on va du coup accueillir William. Bonjour William. Bonjour. Chaud pour cet entretien de 2 heures? Voilà, avec grand plaisir. Merci de m'accueillir. Bah écoute, avec grand plaisir. Donc tu participes cette année à la Nuit des chercheurs? Oui, tout à fait. Donc, et en partenariat du coup cette année avec la chaîne Nota Bene, ce dont on se réjouit. C'est pas la première fois que je participe à cet événement. Sous différents formats, les années précédentes. Ça peut être des mini-conférences grand public. Ça peut être aussi des ateliers plus interactifs, comme ce qu'on appelle du speed searching, c'est-à-dire qu'on a quelques minutes en tête-à-tête avec un chercheur, pour évoquer ses sujets de recherche ou sa manière de travailler aussi. On explique le fonctionnement d'un laboratoire, d'une équipe de recherche, etc. Donc voilà, différents formats. Et puis, ça se déroule dans la plupart des villes de France. Bien sûr, on invite les gens à se renseigner sur le site que tu as mentionné. Mais oui, et surtout que vous le savez, je reçois beaucoup de chercheurs dans cette émission et ils sont toujours tous passionnants, donc faut pas hésiter à aller à leur rencontre durant cet événement qui a lieu tous les ans. Donc si vous écoutez ce podcast, cette rediffusion en podcast ou sur YouTube, en 2025, 2026 et après, cette année encore, il y aura une édition de la Nuit européenne des chercheurs, donc n'hésitez pas à chercher la date sur Google. Alors, William, avant de commencer de rentrer dans le vif du sujet, on a énormément de sujets à traiter aujourd'hui en rapport avec le temps, c'est vraiment très très large. Il y a une question que j'aime bien poser aux personnes que j'invite, à savoir comment est-ce que toi tu en es arrivé là aujourd'hui à devenir chercheur? Oui, j'ai fait un cursus assez classique, d'études supérieures centrées sur l'histoire et puis ce qu'on appelle les lettres classiques, grec et latin. D'abord en Hippocagne-Cagne, ensuite une licence d'histoire à Paris-Sorbonne, et puis ensuite je me suis spécialisé dans l'histoire et l'archéologie de l'Antiquité grecque au niveau du master, qui s'appelait la maîtrise à mon époque. Et puis ensuite, j'ai passé l'agrégation d'histoire et puis j'ai été recruté maître de conférence à l'université d'Angers. Et ma formation, c'est essentiellement de ce qu'on appelle de l'épigraphie grecque, c'est-à-dire tout ce qui est étude, déchiffrement, publication des inscriptions sur pierre et les différents terrains sur lesquels j'ai travaillé. Ils sont liés effectivement à ma thèse de doctorat. C'est essentiellement les cités de Troade, dans le nord-ouest de la Turquie actuelle, sur les rivages des Dardanelles, l'Antique Hellespont, et en particulier la cité d'Ilion, qui est une cité grecque, qui est fondée dans l'Antiquité sur ce que les Grecs considèrent comme les ruines de la guerre de Troie.
Donc 3 ou millions de noms pour une même cité, hein, l'une mythique, hein, celle de Priam, et puis une historique bien attestée, notamment par les inscriptions, donc l'épigraphie. Alors, histoire qu'on se mette bien dans le contexte un petit peu de cet entretien, c'est quoi, du coup, la Grèce ancienne, qu'on essaye de border un petit peu ça d'un point de vue géographique et temporel, parce que c'est vrai que finalement, d'un point de vue géographique, ça peut aller loin, hein, si on... Tu as raison de poser cette question, parce que, tu vois, par exemple, je travaille en fait sur un terrain qui est en Turquie aujourd'hui. Donc la Grèce antique, bien sûr, c'est bien plus vaste que l'État grec moderne, hein, qu'on connaît, qui est la Grèce balkanique, qui peut être considérée en effet comme le cœur de cette identité grecque, hein. À l'origine, c'est une petite région qu'on appelle en grec Hellas, d'où vient le nom de Hélène. Ce sont les Hellènes que les Romains appellent ensuite les Grecs. Et donc, dans cette petite région de Grèce balkanique, entre la Thessalie et la Phthiotide, hein, d'où est originaire, par exemple, le héros Achille, il y a une langue, une culture qui s'épanouit ensuite, hein, donc, disons, au tournant des 2e et 1er millénaires avant notre ère, et qui ensuite se diffuse, hein, selon différentes modalités, d'abord dans le bassin égéen, donc la mer Égée, qui tire son nom justement du roi d'Athènes Égée, le père de Thésée, puis ensuite de l'autre côté, donc sur le littoral ionien, anatolien, donc la Turquie moderne, avec la cité d'Ilion par exemple, hein, qu'on a évoqué, et des tas d'autres cités très importantes et très anciennes, Milet, Éphèse, Halicarnasse, etc. Et puis aussi de l'autre côté, vers l'ouest, hein, en Occident, dans ce que les Grecs appellent la Grande Grèce, c'est-à-dire l'Italie, et même au-delà, dans des terres éminemment barbares, hein, comme la Gaule, avec la fondation de Massalia, par exemple, hein, donc Marseille. Et puis, au-delà encore, hein, des régions dont on parle beaucoup dans une actualité triste et violente aujourd'hui, hein, la Crimée, par exemple, c'est une terre de colonisation grecque. Hein, des cités comme Sébastopol, Odessa, Chersonèse de Thrace, tout ça, ce sont des Olbia Pontique, ce sont des cités qui ont été fondées. Donc dans des régions qui sont même plus méditerranéennes cette fois, hein, sur les littorales de ce que les Grecs appellent le Pont Euxin, la mer Noire aujourd'hui. Et puis à partir du dernier tiers du IVe siècle avant notre ère, années 330-320, avec les conquêtes d'Alexandre III de Macédoine, dit Alexandre le Grand, alors là, le monde grec, il s'étend encore considérablement plus à l'est, hein, jusque des pays comme l'Afghanistan, le Pakistan, où on trouve, hein, des ruines de cités grecques, des inscriptions grecques, hein, de l'épigraphie grecque, ça peut amener jusqu'en Afghanistan. La délégation archéologique française en Afghanistan, la DAFA, dans ses heures héroïques, dans les années 1970, hein, elle allait recueillir les inscriptions grecques en Afghanistan. Donc le monde grec, c'est très vaste, en effet. C'est bien plus que l'État grec moderne. Et au sud ? Alors au sud, effectivement, on a d'autres grands peuples qui ont en quelque sorte fait un peu barrage à la colonisation grecque, mais les Grecs sont présents aussi. Ils sont présents en Égypte dès l'époque pharaonique avec le comptoir grec de Nocratis, qui est fondé avec l'accord de Pharaon. Ils sont présents aussi dans la Libye actuelle, hein, en Cyrénaïque, avec la grande cité de Cyrène. Ils sont présents aussi dans les cités phénico-puniques, phéniciennes et puniques d'Afrique du Nord, à Carthage par exemple, hein, où il y a des écoles de philosophie grecque. Donc ils sont effectivement aux 4 points cardinaux. Du coup, avec tout ça, parce que j'imagine que le grec de Turquie et pas celui de Massalia, c'est quoi un grec ? Ça, c'est une très bonne question aussi. Et c'est une question d'ailleurs à laquelle il n'est pas vraiment facile de répondre. D'abord, faut peut-être se demander donc qu'est-ce que c'était qu'un grec pour les Grecs de l'Antiquité, et ensuite qu'est-ce que c'est qu'un grec pour nous, parce que ce sont deux choses en fait assez différentes. Pour l'Antiquité, si on se tourne vers les sources, vers l'historien Hérodote d'Halicarnasse au 5e siècle avant notre ère, dans le contexte des guerres médiques, Hérodote pose la définition d'un grec comme donc tohellénikon, c'est-à-dire le fait d'être grec, la communauté grecque, c'est une communauté de sang, hein, c'est même sang, donc il y a un critère racial, une communauté de langue, très important, un critère linguistique par les Grecs, une communauté de culte, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes sanctuaires et la même façon de sacrifier, tusia, et puis ce qu'on pourrait traduire en français par une tournure d'esprit, une manière d'être, vivre à la grecque. Donc ces 4 critères, c'est assez complet et ça donne une définition qui peut servir de point de départ. Mais pour aller un peu plus loin dans la réponse à ta question, on peut rappeler qu'un siècle après, à l'époque de l'orateur Isocrate, le premier critère, le critère racial, il tombe. Et Isocrate, il dit en gros, et donc c'est un Athénien, hein, il plaide pour la cause athénienne, il dit « Notre cité, elle a tellement diffusé la culture grecque qu'aujourd'hui, en fait, est grec celui qui parle grec et qui est de culture grecque. »
Donc, pour paraphraser un peu Simone de Beauvoir, on pourrait dire on ne naît pas grec, on le devient. C'est-à-dire que l'identité grecque, elle devient purement culturelle. C'est ce qu'on appelle la paideia, qui a donné à la pédagogie. La paideia, c'est quoi? C'est l'éducation. Et donc, si on apprend à lire le grec, si on apprend la philosophie grecque, si on vit à la grecque aussi, si on boit du vin, si on rend hommage aux dieux grecs, etc., en fait, on devient grec. Et donc, c'est le principe de l'hellénisme, qui est une identité fondamentalement inclusive, comme on dirait aujourd'hui, parce que elle peut transformer, c'est le projet des barbares en grec. Donc, dans cette grande dichotomie du monde humain, avec d'une part les Grecs, c'est la civilisation, la seule en quelque sorte, et de l'autre, point de vue évidemment un peu méprisant et de rejet, les barbares. Mais il n'y a pas de rupture ontologique, c'est-à-dire qu'on peut passer de l'un à l'autre. Ontologique, c'est-à-dire que c'est l'être, on peut être barbare et si on se cultive, devenir grec. Et d'ailleurs, les historiens grecs, les auteurs grecs qu'on étudie, bien souvent, ils ne sont pas d'origine, au terme racial d'Hérodote, grec. Par exemple, Strabon, le père de la géographie, celui qui est le premier à écrire un ouvrage qui s'appelle Géographie, il vient d'Asie mineure et il n'a pas forcément de sang grec au sens hérodotéen. Il est purement grec de culture. Bon, alors maintenant on a défini donc l'ère géographique temporelle, les définitions des Grecs. On va pouvoir partir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le temps, de manière très large. Justement, on va se concentrer dans cette ère géographique et temporelle, ou on s'en écarte un petit peu? Là, forcément, à partir du moment où on raisonne sur des sujets comme le temps, on est obligé d'aller chercher un peu partout, dans le temps et dans l'espace, donc des sources pour alimenter notre réflexion. Donc, on va s'interroger sur la façon dont on pense le temps à Athènes au 5e siècle, à l'époque de Périclès, mais aussi à Alexandrie à l'époque des Ptolémées, à l'époque du savant Ératosthène, mais aussi dans le monde grec d'époque romaine, dans les cités grecques d'Asie mineure, les cités hellénisées de Babylonie. Donc oui, on va aussi voyager de ce point de vue-là, dans le temps et dans l'espace. D'accord. Alors je te propose de commencer avec un petit peu de temps mythologique. Le temps dans la mythologie grecque, fort connue du public et des gens qui nous suivent, qui sont passionnés évidemment de mythologie grecque. Parle-nous un petit peu justement de cette naissance du temps, finalement, de la cosmogonie grecque, du fameux Chronos. D'ailleurs, il y a Chronos, il y a 2 orthographes, faut pas les confondre. Oui, alors effectivement, donc il y a ce dieu Chronos que assez tôt les commentateurs et philosophes assimilent au temps Chronos avec en grec un chi et non pas un kappa, donc c'est le chi, c'est ce qu'on écrit ch. Et donc, effectivement, il y a une assimilation qui est faite de ce dieu Chronos, donc avec un kappa, au concept du temps, Chronos avec un chi. Et alors, ce Chronos, il joue un rôle majeur dans la cosmogonie la plus connue, celle qui est transmise par le poète Hésiode, mais qui n'est pas la seule, il y en a d'autres. Il y a une variété, de même qu'il y a une variété de cités, une variété de modèles politiques, il y a aussi une grande diversité de récits mythologiques. Il faut pas imaginer un dogme avec, par exemple, un livre sacré à l'équivalent de la Bible ou du Coran. Il n'y a pas du tout la même chose, évidemment, dans le monde grec antique. Chronos, il est le fils du ciel Ouranos et de la terre, Gaïa, et il est celui qui va permettre l'entrée dans le temps, l'entrée dans le phénomène des générations, parce qu'il se rebelle contre son père, avec d'ailleurs l'aide de sa mère Gaïa. Il va émasculer son père avec une serpe, et de ce parricide initial va pouvoir se dérouler le temps. C'est-à-dire que l'univers se met en branle à ce moment-là. Auparavant, on a une sorte d'étouffement de la Terre par le ciel qui empêche le déploiement du temps. C'est comme ça que certains exégètes, philosophes ou mystiques traduisent ce mythe. Mais Chronos lui-même, et c'est là où les choses sont en quelque sorte complexes, comme souvent dans la mythologie grecque, Chronos lui-même, ensuite, après ce geste fondateur, il va réitérer cette volonté de stopper le temps en quelque sorte, parce qu'il va dévorer ses propres enfants. Et Zeus s'est rebellé contre lui, donc le schéma se répète à nouveau. Zeus, avec l'aide de sa mère Rhea, combat Chronos, et ensuite, donc ainsi, la marche du temps peut s'enclencher. Alors, c'est un temps qui est donc le temps qui dévore ses enfants, c'est aussi un temps qui est marqué par les conflits de génération en génération. Ça en dit long, évidemment, sur ce rapport à la fois cyclique et conflictuel au temps dans la religion et dans la mentalité grecque en général.
Oui, on va y revenir d'ailleurs au temps cyclique dans pas longtemps. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des divinités du destin? Alors, justement, une des questions, comme on a dit, sur laquelle on va revenir, hein, c'est cette question de l'ouverture du futur ou non. C'est-à-dire, le futur est-il déjà écrit? Y a-t-il un destin? Ou alors, le futur dépend-il de l'action des hommes? Et ça, c'est une question que les Grecs se sont posées. Et comme toutes ces questions un peu fondamentales, existentielles, on la trouve dans la mythologie. Donc, on trouve dans la mythologie des divinités dites du destin, en effet. Alors, les principales, ce sont sans doute celles qu'on appelle les moires, moirai, donc les moires francisées. Ce sont des divinités qui, à l'origine, sont liées à une personne. C'est-à-dire que chacun a sa moire, et puis ensuite, elles deviennent universelles. Et alors, elles sont assez proches d'autres divinités qu'on appelle les Kérès, les Kers, qu'on trouve par exemple dans l'Iliade. Par exemple, Achille et Hector, qui se combattent sous les murs de Troie. Eh bien, chacun a sa Ker, une sorte de génie ailé féminin, qui ressemble un peu aux Valkyries des Vikings, qui viennent chercher le mort lorsque le destin du mort a sonné sur le champ de bataille. Et justement, Zeus, il pèse les kers respectives de Achille et Hector, et c'est celle d'Achille qui l'emporte, et donc c'est Achille qui remporte le combat. Donc il y a une sorte de destin individuel confronté l'un à l'autre. Et les moires, eh bien, c'est un peu la même chose, mais de manière universelle, c'est-à-dire que avec l'évolution disons de la philosophie mythologique du monde grec antique, on a finalement 3 moires qui règlent le destin du monde. Donc Cloto, Atropos et Lachésis, ce sont 3 femmes qui, alors l'une elle file, l'autre elle enroule et la dernière elle coupe le fil du destin de chaque homme, mais aussi de chaque dieu, c'est-à-dire que les dieux sont aussi soumis à ces divinités. Et ces divinités, elles ont différentes filiations généalogiques. Dans certaines versions, ce sont des divinités cosmogoniques qui remontent au début du monde. Dans d'autres, elles sont par exemple les sœurs des heures, justement. Les heures, donc c'est un lien très net entre le destin et le temps, justement. Et puis dans d'autres aussi, elles sont sœurs de Tuké. Tuké, avec un Y, Tuké ou Tiké si on francise, donc c'est ce qu'on peut traduire aussi par le destin, justement. Et ce sont des divinités qui, dans la religion grecque, ont un rôle mineur. Elles ne sont pas dans le panthéon des Olympiens, mais qui dans la mythologie, jouent un rôle parfois majeur, en effet. Donc il y a cette idée, effectivement, de divinité conceptuelle comme Thémis pour la justice, Tiké pour le destin, ou les moires pour ce qu'on pourrait appeler la fatalité, par exemple, qu'on trouve dans la mythologie grecque, au contact d'autres divinités, plus connues sans doute de nous, mais qui, ces divinités conceptuelles, jouent un rôle majeur. On nous demande si les moires sont soumises à Thanatos ou l'inverse. Alors justement, elles ont des liens qui peuvent être des liens familiaux qui peuvent être revendiqués dans certaines généalogies avec la mort, Thanatos en effet, avec la nuit aussi. Parfois, ce sont les filles de Nyx, les filles de la nuit. Alors, je pourrais pas dire qu'il y a un rapport de soumission si c'est la question. Mais en revanche, effectivement, il y a un fonctionnement complémentaire, c'est-à-dire que les moires décident du moment de l'intervention de Thanatos. De même que, par exemple, les Irini décident du moment où Némésis, la justice divine, va frapper l'impie, va frapper celui qui a commis un sacrilège. Donc, ce n'est pas une forme de soumission, mais c'est une complémentarité, si ça répond à la question. Je pense, oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnages, d'autres épisodes mythologiques qui pourraient se rapporter au temps? Alors oui, il y en a d'autres. Avec le personnage de Chronos, on a le principal, mais on a, comme je te disais tout à l'heure, des versions, puis des commentaires qui s'écartent. Par exemple, Platon. Platon dans le Timée. Alors Platon, c'est un philosophe qui adore inventer des mythes, le mythe de l'Atlantide, le mythe de Teute. Il invente aussi un mythe du temps. Il dit le temps est né avec le Soleil, la Lune et les 5 autres astres qu'on appelle les planètes. Et il explique en fait que le temps, c'est simplement, alors ça c'est un concept sur lequel on va revenir peut-être à un moment, mais le temps c'est de l'espace. C'est-à-dire il y a un espace-temps ou un temps-espace, c'est-à-dire qu'en fait le temps, qu'est-ce que c'est? C'est simplement ce qui permet de mesurer l'écart entre les astres et leur mouvement et de prévoir leur retour. Donc il y a une sorte d'immuabilité des mouvements des sphères célestes et c'est ça le temps. Donc, de ce point de vue-là, Platon, il développe un mythe totalement différent où le temps apparaît en même temps que les astres. Et ça, alors évidemment, c'est Platon qui l'invente dans nos sources. C'est la première fois qu'on voit ça en grec, mais il y a des antécédents dans lesquels il a puisé du côté égyptien, du côté mésopotamien, bien sûr, du côté des traditions astrologiques, notamment babyloniennes. Alors justement, les Grecs, tu l'as évoqué, très tôt se sont posé la question du temps, et donc est-ce qu'ils avaient la même conception du temps que nous ?
finalement? Ça, c'est une question complexe aussi, à laquelle on ne peut pas forcément répondre par oui ou par non. Mais je vais quand même répondre par non pour commencer, puis je nuancerai peut-être le propos. Non, dans la mesure où nous modernes, hein, on a une vision dite téléologique du temps, téléologique comme dans télévision, hein, c'est-à-dire vers un but, télé. C'est-à-dire qu'il y a un temps donc fondamentalement linéaire avec une création du monde, des événements, par exemple dans la téléologie chrétienne qui a fortement influencé la vision du temps qui est la nôtre, la chute du Jardin d'Éden, c'est un événement daté, la rédemption du Christ, enfin l'arrivée puis la mort du Christ, et puis ensuite le jugement dernier qui sera la fin du temps. Donc on a vraiment, on peut faire une frise chronologique très claire avec ces différents événements, et puis nous on se situe, sur cette frise. Donc c'est linéaire. Pour les Grecs, il n'y a pas l'équivalent. Il y a un caractère cyclique fondamental du temps qui s'explique justement par cette réflexion platonicienne du temps qui correspond au cycle des astres, donc une sorte d'éternel retour. Hein. C'est Nietzsche qui, en reprenant cette tradition antique, a théorisé cet éternel retour. Donc l'idée, c'est quelque chose qu'on trouve dans pas mal de civilisations indo-européennes, mais aussi en Égypte et en Mésopotamie, c'est un cycle éternel du temps qui n'est donc pas linéaire. Et ce sont des cycles qui peuvent être enchevêtrés avec des cycles courts, des cycles longs, exactement comme, n'est-ce pas, le cycle lunaire est enchevêtré dans le cycle solaire, par exemple. Exactement comme l'alternance jour-nuit s'intègre dans une alternance mensuelle, annuelle, etc. Donc, cette vision cyclique du temps, évidemment, elle pose la question du rapport au futur, qui est différent aussi. Puisque le futur n'est pas forcément écrit, il pourra être à l'équivalent du passé ou alors être différent du passé. Et ça pose la question donc du destin, à savoir, est-ce que les actions des humains, ont une conséquence sur le futur? Dans le temps linéaire chrétien, par exemple, à vrai dire non, puisque le jugement dernier, il arrivera quoi qu'il arrive. Et donc le seul destin, il est individuel, c'est en fonction des actes que certains seront parmi les pécheurs et d'autres parmi les élus. Mais dans la vision cyclique, c'est très différent. Et ces cycles, ils s'appliquent à la fois aux individus, aux civilisations. Il y a une vision cyclique des civilisations, qui est une sorte de métaphore organiciste des civilisations, avec un moment de croissance, un moment donc d'acmé, c'est-à-dire en grec, c'est-à-dire d'apogée. Hein, c'est aussi un nom astronomique, hein, l'apogée, le moment où le Soleil est le plus loin de la Terre. Et puis un moment de déclin. Donc c'est ce qu'on appelle l'anacyclose, justement. Hein. L'anacyclose, c'est cette idée que les civilisations, comme les hommes, croissent, arrivent à leur apogée et puis déclinent. D'où est-ce qu'il vient ce rapport cyclique finalement au temps? Il y a eu une influence avant qu'on peut identifier ou pas du tout? Eh bien, ce rapport cyclique, comme je te disais, on peut le rapprocher de l'observation des étoiles. On peut le rapprocher de ces phénomènes astronomiques qui ont modelé, hein, en quelque sorte, le rapport à l'espace et au temps. Et par exemple, dans on pourra peut-être parler des calendriers un peu plus tard, mais que ce soit dans les calendriers ou dans les mythes, on retrouve des points communs en Égypte, en Mésopotamie et dans le monde grec sur la façon dont on considère le temps comme cyclique, avec des retours prévisibles, calculés, etc. Donc il y a sans doute à l'origine un phénomène d'observation de la nature qui s'est transmis ensuite dans ces conceptions du temps. Et ça, cette conception du temps-là, on peut dire que tous les Grecs l'avaient ou il y avait des variantes? Alors justement, il y a aussi, c'est pour ça que je disais qu'on ne peut pas forcément répondre par non aussi clairement, il y a aussi peut-être dans le monde grec des visions plus linéaires du temps, avec une sorte de philosophie de l'histoire qui se développe. Par exemple, dans la philosophie stoïcienne, l'histoire de l'humanité suit un but qui est l'unification progressive du monde et des hommes autour d'un principe d'unité qui est un principe à la fois politique, physique, métaphysique. Et donc, dans ce cas, il y a une certaine linéarité. Et là où les stoïciens imposent en quelque sorte leur école de pensée, eh bien, du coup, la conception du temps évolue. Et ça a des impacts importants parce qu'à partir du moment où, par exemple, des empereurs romains suivent la philosophie stoïcienne, comme par exemple Marc Aurèle, évidemment, la conception du temps
se transforme d'autant. Et alors, dans cette perception cyclique du temps, comment est-ce que finalement les Grecs parlent de leur passé? Alors ça, c'est une très bonne question aussi parce que le passé, justement, nous, en fait, on fait le distinguo, on l'a fait d'emblée là dans la discussion sans en discuter entre la mythologie et l'histoire, évidemment. Mais pour les Grecs, ce distinguo, il n'a pas vraiment lieu. Il n'a pas vraiment lieu d'être. Et le passé, c'est un passé historique qui est fondamentalement enraciné dans le temps mythique. Alors, par exemple, il y a la création du monde, la cosmogonie, avec donc Gaïa, Ouranos, Chronos, il y a les Olympiens, puis après arrivent les héros, puis après arrivent des événements mythologiques qui sont datés. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est daté par les Grecs. Par exemple, la guerre de Troie, elle est datée. L'expédition des Argonautes, tout ça est daté. Et ensuite, on a donc une datation du temps qui enracine les événements historiques dans les événements mythologiques. Donc, il n'y a pas de rupture. Et c'est là aussi on pourrait parler peut-être de linéarité, parce que du coup, on a bien un temps mythologique et historique qui va d'un passé daté à un présent enraciné dans le passé. Et ça, il y a aussi beaucoup de variantes justement locales, là encore, parce que en fait, selon les différentes régions, les différentes cités, eh ben, on a des variations de récits mythologiques et des variations de datation. Et donc, c'est voulu en fait ces différences, parce que il y a un principe très important dans le monde grec antique, c'est que plus c'est ancien, mieux c'est. Plus c'est ancien, plus c'est prestigieux. Et donc dire que le héros Héraclès est passé avant Thésée pour fonder telle cité, ça rend la cité plus prestigieuse que sa voisine. Et donc ça, du coup, il y a un rapport au temps qui s'appuie sur des enjeux de prestige, en fait. Et ça, donc, on a plusieurs du coup versions du passé qui nous sont parvenues en fait par des écrits qui nous ont été laissés. Oui, tout à fait. Donc, on a les grands historiens. Hérodote, par exemple, il nous raconte. Hérodote, c'est l'historien des guerres médiques. Il nous raconte la guerre des Grecs contre les Perses, mais il enracine cette guerre dans la mythologie. Il remonte à la guerre de Troie. Il remonte même avant. En fait, il fait un lien logique justement de réciprocité. Les guerres médiques, c'est la guerre de l'Europe contre l'Asie, les Grecs contre les Perses. Auparavant, il y avait déjà eu une guerre similaire, c'était la guerre de Troie. Les Achéens étaient venus attaquer Troie, et tout ça, c'était lié aussi à une femme, Hélène. Comme auparavant, il y avait eu le vol d'une autre femme. Cette fois, donc c'est Europe. Alors, c'est particulier parce que Europe n'est pas européenne. Europe, elle est phénicienne, elle est asiatique, mais elle a été capturée par Zeus qui l'a ramenée dans le continent qui porte son nom. Donc, il y a un enracinement historique d'un événement historique, les guerres médiques, dans un temps mythique qui renvoie même au temps divin avec Zeus et Europe. Donc ça, c'est la version principale. Mais il y a des petites versions locales, effectivement, et c'est là où il faut s'en aller vers l'épigraphie. Par exemple, la chronique de l'Indos. Alors l'Indos, c'est une cité qui se trouve sur l'île de Rhodes, donc au sud-est de l'Égée. La chronique de l'Indos, elle nous donne, comme son indique, une chronique des dates. Et ces dates, elles sont différentes de celles qui sont transmises par Hérodote, par exemple. Parce que l'Indos met en avant sa propre histoire. Un autre exemple, c'est la chronique de Paros. Paros, c'est une île des Cyclades. Et la chronique de Paros, elle va nous présenter une antériorité de certains phénomènes qui servent l'intérêt de Paros par rapport à d'autres. Donc, il y a cette querelle de clocher, en quelque sorte, entre cités grecques, qui explique ces différences dans le rapport au passé. Alors, cette notion de plus c'est vieux, mieux c'est, c'est pas un truc qui est propre à l'Antiquité d'ailleurs. Souvenez-vous, pour ceux qui nous écoutent, des lives avec William Blanc ou des émissions qu'on a pu écrire ensemble, où on retrouve des rois du Moyen-Âge qui justifient une généalogie en allant choper du héros grec ou des trucs comme ça. Voilà, ça s'est perpétué, quoi. Alors, dans cette perception cyclique, justement, on vient d'évoquer donc, la perception du passé des Grecs, et comment est-ce qu'ils envisagent leur avenir ? Alors, justement, les deux sont liés. En fonction du rapport au passé, on a un rapport au présent et au futur qui sont déterminés ou pas par le passé. Donc, pour faire l'articulation entre futur et passé, il faut passer par le présent. Si le présent n'est que la stricte continuité du passé, le futur, à l'identique, sera dans la lignée du passé et du présent. Donc ça, c'est ce qu'en anthropologie, depuis Claude Lévi-Strauss, on appelle des sociétés froides. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de futur envisageable autre que le prolongement du présent et du passé.
Puis, il y a des sociétés dites chaudes, c'est un peu dichotomique, c'est un peu caricatural, mais il y a des sociétés chaudes dans lesquelles, en fait, le présent est différent du passé, et donc, le futur peut, à son tour, être différent du présent et du passé. Dans ce cas, il peut être connu ou inconnu. Donc, en gros, si je résume le faisceau des possibles, il y a trois futurs, il y a trois rapports au possible, trois rapports au futur qui sont possibles. Il y a le futur destiné, et ça, c'est quelque chose qu'on trouve notamment dans les monothéismes. C'est le mektoub, et donc on peut rien faire contre. Les actions n'ont aucune portée. Il y a le futur ouvert qui dépend de l'action des hommes. Donc, dans ce cas, le futur est entre nos mains. D'où, alors, l'expression nos futurs, par exemple, au pluriel et avec la première personne du pluriel, de la nuit des chercheurs, c'est ça. C'est quels sont nos futurs? Il y en a plusieurs possibles. À nous de voir ce qu'on va construire comme futur. Et enfin, le troisième, c'est un futur qui est inconnaissable, en fait. Donc, on ne peut pas savoir parce que c'est le hasard, c'est l'inconnu. Et donc, on ne peut ni le prédire, ni agir dessus. Donc, en gros, il y a ces trois possibilités. Alors, pour les Grecs, donc quid des Grecs, je dirais que les Grecs, ils ont un peu expérimenté les trois rapports. Alors, il y a ce rapport complexe, un peu dialectique avec la fatalité qu'on trouve dans la mythologie. C'est-à-dire que c'est tout le principe de ce qu'on appelle la tragédie. La tragédie, c'est un héros qui, en fait, est maître de son destin. Il fait des choix, mais en fait, en accomplissant ses choix, il accomplit son destin. Et donc, en fait, même si c'est lui qui a été l'acteur de sa vie, tout était écrit. Et tout était écrit dans et ça, c'est vraiment une dimension dialectique assez profonde. C'est qu'en fait, c'est quand il a voulu aller contre son destin, et en voulant aller contre son destin, il a fini par le réaliser. Il y a une sorte, c'est ce que Hegel appelle une ruse de la raison. Par exemple, Oedipe, il n'avait pas envie de coucher avec sa mère, et son père n'avait pas envie d'être tué par son fils. Mais en fait, en se débarrassant de son fils, en créant tout ce quiproquo, il a créé les conditions que le destin se réalise. Donc, le futur était en quelque sorte écrit à partir du moment où le futur était devenu dissible. C'est le principe de l'oracle. Quand le père d'Oedipe a reçu cet oracle, il a tout fait pour que ça n'arrive pas, et c'est en se démenant pour que ça n'arrive pas qu'il a tout fait pour que ça arrive, en fait. Donc ça, c'est le sens du tragique, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui nous parle dans nos civilisations, parce que parfois, maintenant, voilà, on se projette dans le futur, avec des futurs qui peuvent être plus ou moins effrayants, et on dit qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour y arriver, et puis en fait, on fait une série de mauvais choix qui font advenir ce qu'on craignait. Alors, il y a aussi donc ce futur qui dépend seulement de nos actions, ça existe aussi dans le monde grec antique, et ce futur-là, c'est le futur aussi de la philosophie éthique, c'est-à-dire la morale, et c'est que là encore, on peut retrouver les stoïciens, par exemple, il faut agir sur le monde pour transformer le monde. C'est un devoir à la fois individuel et collectif. Mais, dernier faisceau de possible, il y a aussi ceux qui disent, et parfois c'est les mêmes, à un autre moment de leur vie, avec peut-être une résignation, ils disent, ouais, mais de toute façon, cherchez pas, on ne peut pas savoir, c'est du hasard, et c'est aussi le sens de Tukes. Tukes, on peut le traduire par destin, mais on peut le traduire aussi par le concept latin de fortuna, c'est-à-dire la roue de la fortune. Et la roue de la fortune, c'est une expression qu'on connaît bien, c'est un jeu populaire. Mais la roue de la fortune, c'est quoi? C'est justement temps cyclique, n'est-ce pas? C'est la roue qui tourne et les aléas. C'est-à-dire que ça se retrouve même dans la téléologie chrétienne quand on entend des phrases telles que « les premiers seront les derniers ». La roue tourne. La roue tourne. Et du coup, ça donne une imprévisibilité fondamentale qui existe dans le rapport au futur chez les Grecs. Et alors, ce rapport au temps, du coup, chez les Grecs, on voit qu'il est... Il est pluriel, il n'y a pas qu'une seule façon de penser, mais est-ce qu'il est fondamentalement différent des autres civilisations qui sont là à la même époque, pas très loin? Genre, est-ce que chez les Égyptiens, par exemple, ou en Mésopotamie, c'est la même chose? Alors, non, c'est pas la même chose en Égypte et en Mésopotamie, parce que justement, dans ces deux situations, on est plutôt dans ce que les anthropologues appellent des sociétés froides. Ce sont des sociétés qui se définissent comme anhistoriques, donc avec un A privatif, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'histoire. Pourquoi? Parce que justement, le présent ne peut être et ne doit être que la stricte continuité du passé, et le futur, à l'avenant, ne peut être que la stricte continuité du passé. Donc, à la limite, il n'y a même pas ces questionnements sur
Peut-on changer le monde? Peut-on changer de trajectoire? Non, parce que là, il y a un concept qui est beaucoup plus important. En Égypte, par exemple, c'est la Ma'at, l'équilibre, qui s'ancre dans des conceptions cosmologiques essentielles, où, par exemple, le pouvoir politique, Pharaon, incarne la droiture et l'ordre. Et donc, c'est à Pharaon qu'il incombe, par la répétition journalière des rites hérités du passé, de prolonger le futur. Et c'est vraiment une vision cosmique, parce que si Pharaon ne fait pas ses rites, le soleil ne se lève pas. C'est très angoissant, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans les civilisations qui n'ont pas de lien culturel, mais qu'on retrouve chez les Mayas, par exemple. L'idée que le rite est le garant de l'ordre cosmique. Bon, et bien ça, on le retrouve aussi en Mésopotamie, mais ça, on ne l'a pas chez les Grecs. Pourquoi? Parce que justement, les Grecs ont un rapport dialectique à leur passé. Alors, c'est quelque chose qui est important pour l'historien, parce que quand on fait de l'histoire, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on enquête sur le passé pour changer le présent? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une distance critique et, par exemple, de ne pas répéter les erreurs du passé? C'est quelque chose qu'on entend souvent en cours d'histoire, je crois. Il faut connaître son passé pour connaître son futur. Je pense que tous les profs d'histoire ont dit ça au moins une fois à leurs élèves pour justifier leur cours. Mais ça révèle quelque chose du rapport au futur. C'est se dire que, et c'est par exemple ce qu'explique Diodore de Sicile dans son introduction, un historien du 1er siècle avant notre ère, il écrit un livre monumental qui est la Bibliothèque historique. Il dit, voilà, je vais vous raconter le passé, comme ça vous allez acquérir de l'expérience, et du coup, vous allez pouvoir avoir une vie meilleure et ne pas refaire les erreurs du passé. Donc, dans ce cas-là, effectivement, c'est pas du tout comme la chronique royale égyptienne qui nous dit voilà ce qui s'est passé, c'est comme ça, il n'y a pas à discuter, le futur, ce sera la suite du passé. Là, chez un historien qui a un rapport critique, dialectique au passé, eh ben, on peut s'affranchir du passé et donc construire des futurs différents. Donc ça, c'est ce qu'on appelle effectivement les sociétés chaudes. Et dans le rapport au futur, si je veux pas trop développer, mais si je pense que ça peut répondre aussi à ta question. Il y a un truc quand même qu'il faut, parce que c'est aussi qu'est-ce qu'être grec que tu demandais au début. Il faut se demander pourquoi les Égyptiens et les Mésopotamiens ont disparu. Parce que il y a plus d'Égyptiens au sens de culte égyptien de pharaon. Il y a plus de Mésopotamiens. Mais en revanche, l'hellénisme, lui, il a perduré. Et un autre peuple de l'Antiquité qui est caractérisé par justement l'exégèse sur le passé et donc d'être une société chaude, c'est les Hébreux. Ce sont les Hébreux. L'égyptologue Yann Assmann appelle l'hypolepse. C'est justement un rapport dialectique au passé qui permet d'envisager, de se transférer dans un futur qui soit différent. Et donc, dans ce cas-là, les civilisations, lorsque par exemple leur modèle religieux s'effondre, leur modèle politique s'effondre, elles peuvent évoluer et elles peuvent, du coup, survivre. Voilà, c'est ce qui fait que l'hellénisme aujourd'hui, il a encore une pertinence, ou pour un autre exemple, donc le judaïsme. Et alors, malgré tout, vu que c'est quand même des civilisations qui ont cohabité, il y a pu avoir des influences ou un peu de porosité ou pas du tout? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que les choses sont pas aussi simples. Il faut surtout pas, c'est comme pour l'identité grecque, faut pas avoir une vision trop schématique. Faut se méfier c'est le syndrome un peu Playmobil, c'est-à-dire un Playmobil grec, on voit ce que c'est, un Playmobil égyptien, on voit ce que c'est. Mais en fait, il y a plein d'influences entre les deux. Et on peut être habillé à l'égyptienne et parler grec, etc., etc. Et donc, pour ce qui est des conceptions effectivement du temps et du passé et du futur, eh bien, il y a des porosités. Il y a des gens qui manifestent sont des métis culturels de ce point de vue-là. Je peux t'en donner deux exemples, si tu veux. Il y a Manéthon en Égypte, qui est un prêtre égyptien qui a écrit pour le roi macédonien Ptolémée qui dirige l'Égypte à l'époque hellénistique. Donc en gros, c'est un Égyptien qui explique aux Grecs ce que c'est que le passé égyptien. Et il est obligé de rentrer dans la logique grecque du coup. Et donc il dit le passé égyptien c'est comme ça, mais tel dieu en fait on pourrait l'appeler du nom d'un dieu grec, etc. Et donc il recompose ça. Et de ce point de vue, il fait œuvre d'historien. Donc il se comporte plus comme un prêtre égyptien, mais comme un historien grec. Il y a un autre exemple en Mésopotamie cette fois, c'est Bérose. Bérose, c'est toujours à l'époque hellénistique, donc c'est le moment où les Grecs occupent ces civilisations. Ils occupent l'Égypte, ils occupent la Mésopotamie. Bérose, à l'époque, donc là c'est les Séleucides qui occupent la Mésopotamie. Bérose, il fait pareil, c'est un prêtre qui transmet le savoir mésopotamien aux rois séleucides, qui sont donc des Macédoniens, donc de culture grecque. Et pour ça, il devient une sorte de métis culturel et il décrit son passé comme un historien grec. Et je te donnais l'exemple tout à l'heure de Strabon, mais Strabon, c'est pareil en quelque sorte. Strabon, il va raconter l'histoire de l'Anatolie antique comme un grec, donc avec ce rapport, disons, critique au passé.
Alors, on a vu le temps de la mythologie, on a évoqué cette perception cyclique du temps chez les Grecs, mais le temps, ça peut signifier beaucoup de choses. Le temps, on va dire, quotidien de la vie de tous les jours. Comment est-ce que les Grecs l'appréhendaient peut-être commençons par le b.a.-ba. Nous, on a des montres. Eux, ils avaient quoi pour mesurer le temps? Ouais, alors, bah oui, le temps sans la montre, hein, qu'est-ce que c'est? C'est l'observation à nouveau du ciel, hein. Le soleil se lève. On sait qu'il se lève plus tôt en été, plus tard en hiver. On sait que les jours rétrécissent. On sait que la nuit est de plus en plus longue au fur et à mesure qu'on va vers l'hiver. On sait que cela est couplé à des phénomènes astrologiques tels que le solstice d'été, le solstice d'hiver. Donc ça, ce sont pas des savoirs érudits, intellectuels, d'élite. Ce sont des savoirs populaires d'agriculteurs, hein. Et donc Hésiode, qui a écrit la Théogonie, on l'a croisé tout à l'heure, il a aussi écrit un livre génial, hein, qui s'appelle Les Travaux et les Jours. Les Travaux et les Jours, en fait, c'est un calendrier agricole et il dit à quelle date et à quelle date il faut planter telle semence, etc. Et pour ça, comment faire? Il faut observer. Il faut observer des phénomènes naturels, hein. Par exemple, c'est quoi le retour du printemps? C'est quand commence le printemps? C'est quand les hirondelles reviennent. Voilà. Les hirondelles marquent le retour du printemps. C'est devenu un proverbe, hein, en français. Une hirondelle ne fait pas le printemps, parce qu'une hirondelle, ça ne suffit pas, il faut qu'il y en ait plusieurs. Et le retour des hirondelles, c'est ça le retour du printemps. Voilà, c'est un exemple très concret. Et donc, on sait que donc c'est des phénomènes aussi météorologiques, hein. On sait lire cela, donc c'est ce qu'on appelle des signes, hein, des tekmériaï, que par la techné, donc la technique, hein, la techné, les Grecs, les paysans grecs, ils se repèrent comme ça sur une journée. Donc, ils n'ont pas besoin de montre. Mais comme nos arrière-grands-parents n'avaient pas de montre non plus, hein, et avant le développement des clochers dans nos campagnes, on savait très bien lire l'heure en regardant le soleil, bien sûr. Il y a aussi le rapport à l'ombre. Donc, ça a été théorisé par les Grecs avec le gnomon, hein, donc c'est un bâton avec, c'est la naissance du cadran solaire. Mais avant d'avoir des gnomons, les Grecs avaient des arbres, ils avaient des murs, et ils savaient voir, hein, ils savaient voir avec l'évolution de l'ombre, et même de l'ombre de chaque homme, hein, le zénith, le moment où il fallait commencer à se dépêcher parce que la nuit allait arriver, etc. Donc c'est un rapport lié à l'environnement et à l'observation de l'environnement. Et on nous demande si les journées étaient aussi rythmées justement par les heures et les horaires que les nôtres. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire on va commencer un live à 14h. Ça, on ne pouvait pas faire ça. En revanche, on pouvait parler en termes de zénith, en termes de crépuscule, en termes de lever du soleil. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas à l'heure près, mais c'est un rapport qui est tout de même mesuré, hein. Et c'est une mesure qui est expérimentale et qui n'est pas théorique. On a Narkman qui nous dit « mais s'il pleut ?» Alors, justement, dans ces pays méditerranéens, la pluie est moins présente, hein. C'est ce qui fait aussi que l'astrologie est née dans des pays désertiques comme l'Égypte et la Mésopotamie, hein. Parce qu'effectivement, dans les pays celtiques et germaniques, ces questions, c'est pour ça que je parlais de météorologie tout à l'heure, ces questions sont beaucoup plus complexes, hein. On n'a pas le même rapport aux étoiles, etc. Oui, tout à fait. Non, mais c'est une très bonne question, c'est une question très pratique. Alors, tu nous parlais du gnomon. Il y a eu d'autres instruments aussi qui ont été développés. Comment est-ce qu'on les connaît, ces instruments? On en a retrouvé ou c'est surtout des sources littéraires qui nous ont permis de... Ouais, il y a les deux. Il y a des sources littéraires très précises, hein, qui décrivent, par exemple, ce qu'est une clepsydre, ce qu'est donc une horloge à eau. Et puis, on a des documents archéologiques, on en a retrouvé. Donc, par exemple, dans la démocratie athénienne, on sait que le temps des orateurs est... Pardon, excuse-moi, tu disais le temps des orateurs et ça a coupé après. Ah pardon, il est mesuré justement, hein, il est chronométré, hein, c'est un terme grec, hein, il est chronométré par ce qu'on appelle des clepsydres ou des sabliers. Donc on sait le temps que va mettre une quantité de grains de sable à s'écouler ou une quantité donc d'eau à s'écouler, et donc ça donne le temps de l'orateur. Et donc, alors c'est pratique aussi parce qu'il voit le temps qui lui reste. J'ai plus beaucoup d'eau, j'ai plus beaucoup de sable. Il sait qu'il faut qu'il termine sa réponse, hein. Et c'est un principe d'équité, bien sûr. Et justement, on peut trafiquer les sabliers ou pas du tout? Alors ouais, si, on peut. Alors, les Grecs adorent réglementer, ils adorent contourner les réglementations aussi, ouais, bien sûr. C'est comme pour l'ostracisme, bien sûr, hein, on peut présenter des ostracas, c'est-à-dire des bouts de céramique cassés avec des noms préinscrits. On peut tricher, bien sûr, mais la triche, elle révèle toujours un rapport à la norme, hein.
elle révèle toujours un rapport à la norme. Et dans la mythologie, on a justement des épisodes de triche vis-à-vis du temps ou vis-à-vis des grandes règles cosmiques, comme le fait de descendre en enfer et de revenir alors que c'est interdit. Mais c'est toujours présenté comme quelque chose d'exceptionnel. Donc, c'est une irrégularité. En parlant de Gnomon, on a un certain Ératosthène de Cyrène qui a fait un truc avec deux Gnomons. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, et en fait, donc Ératosthène à l'époque hellénistique, donc il est bibliothécaire du grand musée d'Alexandrie, la bibliothèque d'Alexandrie, et donc il vit en Égypte, donc dans ce pays qui n'est pas de culture grecque, mais que les Grecs occupent. Et il est intéressé par ces questions que se posaient aussi les Égyptiens, où sont les sources du Nil, quelle est la taille du Nil, et plus largement, où sont les sources du Nil, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une mer originelle de l'autre côté, un autre océan, quelle est donc la forme du monde. Donc c'est des questions qui sont liées au temps et à l'espace, à nouveau. Et donc pour en avoir le cœur net, parce qu'il a l'idée que la Terre n'est pas plate mais qu'elle est ronde, il va prendre à la même heure, au zénith, la mesure de deux bâtons, deux gnomons, l'un à Alexandrie et l'autre plus au sud, au niveau de la cataracte de Syène, donc là où aujourd'hui on a le barrage d'Assouan. Et à la même heure, ces deux bâtons de même taille ont chacun une ombre, qui est une ombre qui fait une taille différente. Ça permet de prouver de manière expérimentale l'hypothèse théorique qu'il avait, à savoir que ça ne peut s'expliquer que parce qu'il y a un angle différent et que donc il y a une sphéricité de la Terre. Partant de là, il fait une règle très simple qui est assise sur le théorème de Pythagore, et il va calculer justement la taille du périmètre terrestre, justement. Et d'ailleurs, il se trompe à peine. C'est une très très bonne appréciation. Juste avec deux petits morceaux de bâton. Avec deux bâtons. Et donc le rapport au temps est lié au rapport à l'espace, là encore. Et c'est de l'observation. C'est de l'observation et de l'intelligence. Les mathématiques elles-mêmes, les mathématiques et la géométrie, il ne faut pas oublier, qu'est-ce que c'est la géométrie étymologique? C'est la mesure de la Terre. Géométrie. C'est la mesure de la Terre. Donc, c'est vraiment ce que fait Ératosthène. Les mathématiques et la géométrie, ce sont deux exercices philosophiques qui ont pour but de s'interroger sur le temps et sur l'espace. Alors, dans tous les instruments qu'on a pu retrouver, donc il y en a des communs, j'ai envie de dire, et puis il y en a des un peu plus exceptionnels, comme la machine d'Anticythère. Est-ce que tu pourrais éclairer notre lanterne là-dessus? Alors, la machine d'Anticythère, ou mécanisme d'Anticythère, effectivement, ça c'est un document archéologique tout à fait unique. On n'en a qu'un, donc c'est un apax au sens grec, c'est un document unique. Il a été retrouvé donc dans une épave au début du XXe siècle, dans les années 1900, par des pêcheurs d'éponges. Et puis ensuite, ce mécanisme n'a pas été compris, donc il a été étudié pendant des années. Il y a vraiment toute une histoire de l'étude de ce mécanisme qui nous mène jusqu'à aujourd'hui. C'est un siècle de recherche. Ça a été permis aussi par le fait que, avec les progrès de la technologie de restitution archéologique, ont permis parce qu'il était évidemment très, très abîmé, ce mécanisme. Notamment, on en a refait des imitations 3D qu'on a ensuite dépliées parce qu'il était aussi écrasé. Et donc, c'est effectivement ce qu'on peut appeler un astrolabe, un instrument de navigation qui permet de se repérer aux étoiles, mais c'est aussi un calendrier, parce qu'il permet de prévoir des éclipses solaires et lunaires. Donc, c'est à la fois, là, c'est vraiment un bel exemple du lien entre espace et temps. Ça permet donc d'avoir une prédictabilité d'événements astronomiques et qui sont astrologiques aussi, parce qu'on leur prête des dimensions magiques, sacrées. On pourrait y revenir si besoin. Et ça permet aussi de se repérer aux étoiles, donc de pratiquer la navigation aux étoiles. Ça ne marche pas quand il fait pas beau temps, quand il pleut. Je te propose d'enchaîner justement sur les calendriers, puisque là on a un lien quand même avec ce mécanisme. Est-ce que les Grecs avaient déjà un calendrier, pour le coup? Parce que nous on fonctionne avec le grégorien, mais c'est pas le premier. Tout à fait, non, c'est pas le premier. Les Grecs en ont eu plusieurs. Plusieurs qui ont été d'ailleurs en concurrence ou en complémentarité les uns avec les autres. Donc en gros, chaque cité peut avoir son calendrier. Chaque cité, parce qu'elle est un État autonome, peut avoir son propre calendrier. Elle a la maîtrise de son temps et de son espace. Et donc, on a des calendriers civiques avec des mois qui sont mesurés, qui sont nommés et qui sont affectés à tel ou tel, par exemple, sacrifice, telle ou telle réunion politique. Maintenant, il y a aussi un calendrier panhellénique, c'est-à-dire de tous les Grecs,
qui est fondée sur un événement panhellénique qui est les Jeux Olympiques, justement. Alors, avec une date d'ailleurs, c'est une date canonique, 776 avant notre ère, première Olympiade. Et puis donc, c'est un cycle dit penthétérique, c'est-à-dire chaque 5e année, c'est-à-dire tous les 4 ans, d'où le cycle qu'on a repris ensuite, Pierre de Coubertin, des Jeux Olympiques tous les 4 ans. Et donc, la période des 4 années, elle forme une Olympiade. Et cette Olympiade, elle donne son nom à cette période parce que le vainqueur de l'épreuve la plus prestigieuse, l'épreuve de stade, la course de stade, le stade c'est une distance aussi, c'est une unité de distance, eh bien, avant d'être un stade tel qu'on le conçoit, eh bien, le vainqueur de la course au stade, il donne son nom à l'Olympiade. Donc, on a une succession, non seulement de numérotation, première, deuxième, troisième, mais aussi avec le nom d'un sportif qui donne son nom à l'Olympiade. Et ça, c'est un système qu'on retrouve aussi dans les calendriers lorsque l'année reçoit le nom d'un magistrat. Par exemple, à Athènes, il y a un archonte qui est dit éponyme. Pourquoi éponyme ? Parce qu'il donne son nom à l'année. Et donc, heureusement, nous, historiens, on est contents d'avoir des listes d'archontes éponymes parce que ça permet de savoir, lorsqu'un décret en épigraphie dit c'était sous l'archontat de Nicéphore, on ne sait pas quand c'est. Ah, mais grâce aux listes, on dit oui, mais c'était un an avant tel autre archonte, etc. Et donc, on peut nous rattacher ces calendriers à notre datation. Et donc, on peut dater à l'année près. Alors, ce sont des années, du coup, qui sont, je dis à l'année près, en fait, c'est l'année de l'été à l'été. Donc, c'est pour ça que très souvent, les élèves ou les étudiants qui ont fait un peu d'histoire grecque, ils ont tous l'expérience. On dit souvent, c'est 480, 479, parce que justement, c'est à cheval sur nos. C'est pas des années qui commencent au 1er janvier. C'est des années qui commencent à l'été. Donc voilà, on a ces calendriers. Donc on a des calendriers par cité, bien sûr, mais on a aussi un calendrier panhellénique. Ouais. Et alors, pendant le pré-entretien, tu me disais que dans une même cité, il pouvait y avoir plusieurs calendriers. Oui, mais en fait, alors d'abord, il peut y avoir un calendrier civique, politique, et puis un calendrier religieux. Par exemple, à Athènes, c'est un bel exemple. À Athènes, il y a un calendrier religieux qui est fondé sur des mois lunaires, donc 12 mois lunaires. Mais il y a un calendrier politique à partir des réformes de Clisthène qui n'est pas sur une base duodécimale, base 12, mais sur une base décimale, base 10. Donc l'année politique, elle est divisée en 10 prytanies, qui sont des périodes du coup de 40 jours. Et donc tout ça crée 2 calendriers différents, effectivement. Il y a un temps politique, un temps religieux. Mais c'était voulu par Clisthène. Et là encore, le lien entre espace et temps, il est très fort parce que Clisthène, il a remodelé le calendrier politique, il a aussi remodelé le territoire d'Athènes, le territoire de l'Attique. Et donc, c'est une manière de bien séparer, en quelque sorte, le temps religieux du temps politique. Et alors, est-ce que c'est des calendriers qui sont carrés tout propres, ou est-ce que c'est un peu des calendriers comme le nôtre un peu pété, où de temps en temps il faut rajouter un jour pour que on n'ait pas trop de décalage? Bah oui, alors ça faut dire la vérité sur cette chaîne de Nota Bene. Un calendrier propre, ça n'existe pas. Tous les calendriers sont faits de petits ajustements plus ou moins absurdes qui essayent de concilier le cycle lunaire et le cycle solaire. En fait, ça ne fonctionne pas. Le cycle d'alternance jour-nuit de 12 ou 24 heures, le cycle lunaire de, mettons, 28 jours et demi, le cycle de 365 jours, ça ne fonctionne pas. Donc, on a toujours inventé des trucs. Alors, on connaît nous, nos expédients. Les Grecs en ont eu aussi. Ils en ont eu plusieurs différents. Alors, par exemple, tous les 3 ans, on pouvait rajouter des jours intercalaires. On pouvait faire des mois de 30 jours et des mois d'un peu moins, 28 ou 29 jours. On pouvait aussi faire un autre système. C'est ce que proposait... c'est le cycle métonique, donc c'est ce que proposait Méton à l'époque de Périclès, un système plutôt de 8 ou 9 années où on rattrapait un retard. Mais tout ça fonctionne très mal. Et les Grecs se sont confrontés à ça avec beaucoup beaucoup d'ingéniosité, comme nous avec nos différents calendriers, mais les Égyptiens étaient aussi confrontés aux mêmes difficultés. Eux, ils voyaient ça sur le temps long, c'est-à-dire qu'en gros, tous les 1400 ans, paf, ils repartaient à zéro. Ils remettaient le cycle lunaire sur le cycle solaire, c'était radical. Donc, il faut une civilisation qui dure assez longtemps pour le faire, mais eux, ça a été le cas. Mais il n'y a pas de bonne solution. Donc, non, c'est pas propre, c'est pas carré, ça fonctionne très mal. Et on voit bien que toutes les cités ont essayé plus ou moins de trouver des expédients, mais
Non, on n'a toujours pas trouvé la solution idéale. On a retrouvé certains de ces calendriers ou pas? Oui, on en a retrouvé. Donc, c'est aussi un document archéologique important. Donc, en épigraphie, il y a par exemple le calendrier du dème de Tourikos. Donc, un dème, c'est une partie de la cité, une partie de cité. C'est une circonscription territoriale subcivique. Donc, le dème de Tourikos, c'est un calendrier justement religieux, qui donne pour chaque mois, pour chaque jour, les sacrifices qu'il faut faire. Donc, c'est un bel exemple de calendrier. Ouais. On nous demande si tu peux nous expliquer en détail comment techniquement les Grecs anciens utilisaient les mouvements des étoiles et des planètes pour calibrer leurs mesures de temps et leur calendrier. C'est l'observation. Alors, ils se sont beaucoup inspirés de ce que faisaient les Babyloniens. Et donc, il y a à la fois une ingéniosité spécifiquement grecque, mais il y a aussi beaucoup d'emprunts aux Babyloniens. Et alors, comment ils faisaient? Ils ont remarqué, par exemple, le plus facile à expliquer, c'est le cycle lunaire. La Lune disparaît, puis elle réapparaît avec un croissant qui devient ensuite une demi-lune et une lune pleine. C'est une période qui donne une mesure fixe. Parce qu'effectivement, ça, les hommes l'ont découvert il y a très très longtemps, dès le néolithique, manifestement, le cycle lunaire, c'est toujours le même temps. Donc, c'est par l'observation. De même pour les étoiles, alors il y a différentes étoiles, alors elles n'ont pas le même nom dans l'Antiquité que pour nous. Il y a ce qu'on appelle le principe du lever héliaque, il y a l'étoile de Cyrus qui peut se lever avant le Soleil. Tout ça, c'est des phénomènes qui reviennent de manière régulière, cyclique, et donc c'est ça qui est à l'origine du calcul du temps. C'est comme ça qu'on comprend ce que j'ai dit tout à l'heure sur la station de Platon dans le Timée. Le temps est apparu avec le Soleil, la Lune et les astres. Effectivement, parce qu'en fait, c'est en observant ces astres qu'on commence à avoir une vision du temps, et une vision du temps cyclique, en l'occurrence. On nous demande pourquoi 7 jours et 7 planètes. Alors, ça, d'abord, il n'y a pas toujours eu cette planète. Chez Platon, il y en a 5. Après, il y a différentes discussions. La différence entre planète et étoile, elle n'est pas toujours très claire chez les différents auteurs. Là encore, il y a sumérien et babylonien qui est repris. La différence entre étoiles et planètes, on la trouve déjà dans les tablettes cunéiformes. Mais c'est un système qui se veut parfait parce que le chiffre 7 est doté de différentes valeurs magiques. Il y a aussi toute cette dimension. C'est de l'astrologie plus que de l'astronomie. Et donc, c'est un chiffre qui a pu être débattu. Donc, pourquoi? Je ne pourrais pas répondre par une phrase simple. Simplement, pour aller plus loin que cette question, il n'y a pas toujours eu ce chiffre 7. Et il y a une valeur magique donnée à ce chiffre qui explique qu'ensuite on l'a fixé tel quel. C'est comme pour le zodiaque, avec le chiffre 12 du zodiaque, qui se retrouve ensuite, par exemple, chez les 12 Olympiens. On pourrait dire pourquoi 12 Olympiens? Parce qu'effectivement, on a divisé le temps annuel en 12 cycles lunaires qui forment une année. Comme on a vu, ça ne marche pas très bien. Et donc, on a ce système duodécimal qu'on retrouve ensuite dans la vie quotidienne. De même que le chiffre 7 se retrouve dans d'autres, notamment dans le monde politique, avec des collèges de 7 magistrats, etc. Il y a 50 ans, quand Gérard se levait le matin, il allait voir son calendrier et il se disait « Ok, on est le 13 janvier. » Aujourd'hui, Mathéo se lève le matin et regarde sa montre et dit « Ok, on est du coup le 15 septembre au moment d'enregistrer cette émission. » Comment est-ce qu'il faisait à l'époque le Alexandre quand il se levait le matin là, et que... Alors, si c'est Alexandre le Grand et qu'il est entouré évidemment d'astrologues et d'astronomes, ça, il a une vision du mois, du jour et d'un calendrier politique. Si c'est un paysan, il n'en a pas conscience. En revanche, il sait à quelle saison il est. Il sait, comme je disais tout à l'heure, combien de temps de jours il a devant lui, d'éclairage. Il sait quand va venir la nuit, etc. Mais de même qu'il sait la veille s'il va pleuvoir, s'il va faire chaud, s'il va faire froid, par l'observation. Donc, il faut vraiment différencier du point de vue sociologique ceux qui ont un accès à ce savoir érudit, astrologique, astronomique, et ceux qui en ont un rapport simplement empirique. Et au niveau du système de datation, est-ce que les Grecs finalement ont pu utiliser un peu des systèmes à la romaine, par exemple? Alors, il y a eu aussi une perméabilité de ce côté-là, en effet. Alors les Romains, ils ont un système de datation qui est les historiens romains apurbe condita, donc depuis la fondation de la ville, c'est-à-dire la fondation de Rome, la ville par excellence, et donc tous les événements sont datés par rapport à cette fondation. C'est comme ça que Tite, par exemple, il date les événements.
Et puis, il y a aussi un calendrier politique à Rome avec un système un peu comme l'archonte éponyme à Athènes. Il y a 2 consuls qui donnent leur nom à l'année. Alors, c'est vrai que du coup, c'est pratique pour l'historien parce que quand on sait dater dans notre calendrier la fondation de Rome et qu'on a ensuite la liste des consuls, c'est très pratique. Mais les Grecs, ils ont aussi utilisé cette datation romaine pour la mettre en complément de la leur. Par exemple, Diodore de Sicile que j'évoquais tout à l'heure, ça c'est une source super pour nous parce qu'il donne la datation en Olympiade avec l'archonte éponyme d'Athènes. Parfois, il rajoute les consuls romains. Et donc, on peut le raccrocher comme ça au calendrier romain et grec. Et donc, il y a bien des événements qu'on peut dater grâce à Diodore de Sicile, grâce à ce bon vieux Diodore de Sicile, parce qu'il nous a fait le pont entre le calendrier romain et le calendrier grec. Et alors, justement, tu me disais que quelqu'un qui est bien entouré a du monde autour de lui pour lui indiquer quel jour on est, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Comment est-ce que les Grecs faisaient pour dater un événement ou un document officiel ? Eh bien, par exemple, dans les décrets civiques, on a une datation qui donne l'année avec l'archonte éponyme. On a ensuite une datation par la prytanie, donc on sait dans quel 10e de l'année on est. Et on a ensuite une datation au jour près, parce qu'on a l'épistate des prytanes, donc celui qui est en quelque sorte le président pour 24 heures, qui est responsable des décrets votés ce jour-là. Donc, on a une datation au jour près. Et ça, évidemment, c'est très précieux pour nous pour avoir une chronologie fine des événements. Donc, ça, c'est possible dans les cités les mieux documentées comme Athènes. Après, c'est beaucoup moins documenté, évidemment, dans d'autres cités grecques. Ça me fait penser parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se prendre la tête, je veux dire, enfin, les historiens ou les archéologues peuvent se prendre la tête en se disant, mais à quelle date réellement cet événement-là s'est passé, ou voilà, hein. Est-ce qu'à l'époque c'était pareil ? Est-ce que les Grecs se prenaient aussi la tête entre eux pour savoir à quel moment s'était passé un événement du passé ? Ah oui, il y a des grands débats, il y a des grands débats là-dessus, notamment autour de la guerre de Troie, savoir quand a eu lieu la guerre de Troie, savoir aussi, pour des enjeux de prestige, quelle cité a été fondée avant l'autre. Donc, il y a des débats érudits avec des arguments extrêmement recherchés, parfois même appuyés sur ce qu'on pourrait appeler des documents archéologiques, pour savoir quand tel événement a eu lieu. Donc Hérodote, par exemple, lorsqu'il s'intéresse à la naissance de l'alphabet grec, il considère que c'est le héros phénicien Cadmos qui a apporté l'alphabet au grec. Il va voir à Thèbes, parce que Cadmos est aussi présenté comme le fondateur de la cité grecque de Thèbes, il va voir dans le temple d'Apollon Isménios à Thèbes des caractères cadméens gravés. Donc il fait un travail d'épigraphiste en quelque sorte. Et donc il va dire, voilà, cet alphabet-là, il ressemble à l'alphabet phénicien, donc c'est une preuve de la datation haute. Il y a plein de débats comme ça. Et donc, autant pour des événements mythologiques, ce qu'on appelle mythologique nous, que des événements historiques, au sens où on l'entend. Donc, on peut débattre autant de la date de la mort d'Achille que de la date de la fondation d'une colonie sicilienne, par exemple. Mais alors, en fonction du calendrier qu'ils utilisaient, est-ce que c'était comme nous, il y avait un moins quelque chose ou Alors non, parce que ça, nous, justement, le moins, d'ailleurs, c'est compliqué, cette façon de compter. Je sais que ça perturbe souvent les étudiants. Ça leur fait faire des calculs un peu bizarres. Mais oui, non, parce que nous, on compte par rapport, justement, c'est téléologique, c'est très linéaire. C'est par rapport à la naissance supposée de Jésus. Qui en plus n'est pas né en l'an 0, donc en plus c'est un peu compliqué. Mais donc non, il y a pas de. Par contre, on date par rapport à un événement qui est considéré comme fondateur, comme la guerre de Troie, en effet. Et donc on peut dire, voilà, c'est tant d'années après la guerre de Troie que telle cité a été fondée. Ou alors, ça se développe après, surtout l'époque hellénistique, par rapport aux Olympiades, par rapport à cette date de 776, on va dire, voilà. Lors de la 40e Olympiade, ou même de la 2e année de la 40e Olympiade, il s'est passé tel événement. Et donc là, en raccrochant à 776, nous, on peut le traduire dans notre calendrier. Par rapport à des héros aussi ? Oui, tout à fait, ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un phénomène qu'on retrouve dans l'Ancien Testament aussi. C'est pour ça qu'il y a des héros ou des personnages de la Bible qui vivent si longtemps. Mathusalem, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est une manière de raccrocher une généalogie. Et comme on a fixé une date de début, une date de fin, et qu'on sait qu'on a tant de héros, on ne peut pas en rajouter.
On peut pas dire, ah bah non, en fait, il y avait une génération en plus. Non, donc du coup, on est obligé d'étirer pour que ça tienne. Donc c'est du bricolage, c'est du bricolage à l'image de tous les calendriers. C'est ce qui explique qu'il y ait des héros qui vivent si longtemps. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans la mythologie grecque. Et toute cette chronologie-là, on la retrouve est-ce que tu aurais une ou deux sources tu vois, qui ont été utiles pour retracer justement toute cette chronologie? De sources antiques. Tu veux dire, par exemple, le marbre de Paros, c'est super pour ça. Le marbre de Paros, c'est un document archéologique, c'est une source épigraphique. Alors malheureusement, il est conservé en plusieurs morceaux dans différents musées, mais bon, notamment à l'Ashmolean Museum d'Oxford. Et donc on a vraiment ligne par ligne une chronologie fine depuis la guerre de Troie jusqu'à l'époque de rédaction du document, à l'époque hellénistique. Mais alors, le fait que c'est dans ce calendrier, on est à la fois du mythologique et du historique. Comment on s'y fait? Comment on fait pour s'y retrouver en fait? On peut se poser la question de la fiabilité du truc, quoi. Alors, là, ça, c'est le travail de l'historien, justement. Donc, il faut d'abord recouper les sources. Il faut s'interroger sur la véracité de l'événement, bien sûr. Et puis, je dirais de manière plus générale, il faut essayer de comprendre pourquoi telle date est avancée. Quel est l'objectif? Pourquoi d'ailleurs tel événement est mis en avant ou est occulté? Parce que c'est rarement des erreurs. Et souvent, c'est volontaire et ça s'explique par un choix politique de mettre en avant tel personnage, telle cité. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas propre aux Grecs. On le retrouve, par exemple, au Proche-Orient, en Mésopotamie. On a des listes de ce qu'on appelle des listes dynastiques. Lorsqu'une cité exerce l'hégémonie sur d'autres cités, comme la cité de Lagash, la cité d'Ur, la cité d'Uruk, en Irak actuel, eh bien, on a différentes listes qui sont conservées par des documents cunéiformes très bien informés, mais c'est pas toujours les mêmes. Les informations discordent. Et en général, sans surprise, quand ça vient de Lagash, on va dire Lagash, c'est la première à avoir exercé l'hégémonie. Quand ça vient d'Ur, on va dire Ur, c'est la première à avoir exercé l'hégémonie. Donc en fait, c'est pas des erreurs, c'est simplement c'est de la propagande politique. Ça, il faut en avoir conscience, il faut travailler avec ces biais-là. Parce que le calendrier est politique. Est-ce qu'il y a des mentions de dates futures dans les écrits? De style, oh là là, on est en train de construire un temple là, un truc de ouf, il sera prêt dans 5 Olympiades. Oui, alors tout à fait. Il y a aussi cette façon dans des devis, tout simplement, dans des devis, dans les comptes de l'Érectéion, pour la construction de l'Érectéion, on s'engage sur tant d'années, effectivement. Et donc, il faut prévoir les budgets pour tant d'années, oui, en effet. Et de manière plus large encore, il y a c'est pour ça que je disais qu'il y a aussi une vision parfois linéaire de l'histoire dans le monde grec, parce que parfois on se projette vraiment sur des temps très lointains, avec des phénomènes physiques qui sont considérés sur le temps long. Par exemple, Anaximandre va dire que la terre s'assèche peu à peu, et donc sur un temps très long, l'eau s'évapore et un jour il n'y aura plus d'eau. On a un thème aussi qui est super intéressant quand on évoque le temps, parce que comme je l'ai dit au début de ce live, finalement le temps ça regroupe énormément de choses, c'est un sujet très large, c'est le temps de la vie humaine. Alors nous c'est naissance, adolescence, adulte, vieillesse, voilà, on a un petit peu toutes ces étapes là. Est-ce qu'il y avait les mêmes étapes dans ce monde grec, finalement, de nouveau-nés, enfants, adolescents, adultes? Alors, il y a des étapes, et ce ne sont pas exactement les mêmes que les nôtres, en effet. Il y a des étapes qui sont très similaires, la naissance, le mariage, la mort. Ça, effectivement, ce sont des temps de la vie humaine qui sont intégrés à un temps communautaire, parce qu'à chaque fois, c'est une fête communautaire d'inclusion dans la communauté des vivants comme la communauté des morts. Et puis, il y a des étapes qui sont absentes, parce que nous, par exemple, on a ce temps très particulier qui est l'adolescence, qui n'existe guère, en fait, dans le monde grec antique. On ne saurait pas trop dire ce qu'est un adolescent. On passe de l'enfance à la préparation de l'âge adulte. Donc, c'est ce qu'on appelle un éphèbe, par exemple. Donc, il y a le pais, qui est un enfant, l'éphèbe. L'éphèbe, il est déjà dans la démarche, c'est un jeune adulte en construction, mais ce n'est pas un adolescent au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc, il y a des fêtes qui sont intégrées dans un calendrier civique. Le DEM, par exemple,
On a vu le calendrier UDEM de Torikos, mais un DEM, c'est enregistre pour chaque année les naissances. Donc, on a une date de naissance. Il enregistre aussi les éphèbes qui font leur service militaire, leur éphébi, pour chaque année. Il enregistre aussi les mariages dans le registre du DEM, les naissances des enfants issus de mariages, etc. Et également les décès. Donc, on a des archives. Alors, elles sont pas conservées pour nous, mais on sait qu'elles ont existé parce que c'était sur des matériaux périssables, des tablettes de bois recouvertes de cire ou des papyrus, des parchemins, selon les lieux et les époques. Mais on sait que ça a existé. Donc, il y avait vraiment un compute du temps des individus et des familles au sein des communautés politiques qui étaient minutieusement tenues. Et ces étapes de la vie, entre guillemets, elles étaient communes dans tout le monde grec, ou là, il y avait des variations? On les retrouve à peu près partout dans le monde grec, mais avec des variations. De même que les mandats politiques, par exemple, peuvent varier. Parfois, c'est 1 an, parfois, c'est 5 ans. C'est aussi mesuré. L'âge, alors, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un âge de ce qu'on appellerait l'âge de la minorité ou de la maturité, mais par exemple, la période de service militaire peut varier. L'âge où on est enlevé à sa mère pour rentrer dans une éducation politique peut varier selon les cités. À Sparte, c'est plus jeune qu'ailleurs, etc. Il y a différentes variantes selon les cités, en effet. Oui, mais dans notre société aussi, ça varie. L'âge à laquelle tu as une Rolex, ça varie en fonction des individus aussi. Voilà. Alors, on peut difficilement parler du temps dans la Grèce ancienne sans parler des fameux oracles. C'est quoi les oracles? Alors, les oracles, c'est toute une grande diversité de pratiques pour prévoir l'avenir. Alors, prévoir l'avenir, ça veut dire que l'avenir peut être prévisible. Donc, d'abord, ça renvoie à ces débats sur est-ce qu'on peut lire l'avenir ou pas. Certains y croient, d'autres n'y croient pas. Il y a dans l'Antiquité grecque des discours contre les oracles. Mais globalement, on voit bien que dans la culture populaire, d'après nos sources, les gens croient beaucoup aux oracles. Les oracles sont très populaires et ils sont consultés, là pour le coup, et par les puissants et par les petites gens, pour des sujets de la vie quotidienne comme pour des sujets de grande politique internationale. Donc ces oracles, ils sont donc très divers. Il y a des lieux qui sont des sanctuaires oraculaires prestigieux, comme le sanctuaire de Delphes, le sanctuaire de Dodone, le sanctuaire de Didyme. Ça, ce sont des lieux panhelléniques, en quelque sorte, où on se rend pour recevoir des oracles très prestigieux. Et puis, il y a des pratiques oraculaires, il y a des devins itinérants, il y a des pratiques qui relèvent de l'astrologie populaire qui sont un peu partout, en fait. Donc, il y a une très grande variété. Parle-nous justement des oracles de l'oracle de Delphes, la fameuse Pythie, comme ça nous donnera un exemple de comment ça s'organisait. Alors la Pythie, ce qui est intéressant avec la Pythie, c'est que c'est le plus connu, mais en fait c'est pas forcément le mieux documenté. La Pythie, donc c'est une femme qui réside dans le temple d'Apollon, et donc c'est cette parole d'Apollon qui se transmet par la Pythie. Elle a un autre intermédiaire ensuite par les prêtres d'Apollon. Parce que la Pythie, en fait, elle crie, elle a des paroles inarticulées, et c'est eux qui couchent par écrit une traduction, donc un logos, un discours qu'on peut comprendre. Donc évidemment, le soupçon est que ils peuvent écrire ce qu'ils veulent. Et c'est un soupçon qui est exprimé dans l'Antiquité, dans les discours de défiance vis-à-vis des oracles. C'est un soupçon qui se fonde sur le fait que les oracles de la Pythie sont également souvent ambigu. On dit loxias, c'est-à-dire un peu tordu, c'est-à-dire qu'on peut les comprendre d'une manière ou d'une autre, ces oracles. Il y en a des exemples assez célèbres dans la grande politique. Par exemple, lorsque le roi Crésus de Lydie, au VIe siècle avant notre ère, va entrer en guerre contre Cyrus le Perse, il veut demander conseil à la Pythie, il va la voir, il lui dit « Bon, alors, est-ce que je dois entrer en guerre ou pas ?» Et la Pythie lui répond, si tu entres en guerre, tu détruiras un grand empire. Et lui, il se dit, c'est bon, alors ça veut dire que je vais détruire l'empire de Cyrus. Bon, et en fait, il perd, et il comprend au moment où il perd que l'empire qu'il a détruit, c'est le sien. Donc, la Pythie, en quelque sorte, ne s'est pas mouillée, elle a donné un oracle ambigu. Et en matière de géopolitique, la Pythie est championne pour ça. Donc, ça laisse aussi, alors d'un point de vue, ça fait sourire parce qu'on voit la dimension géopolitique, ne pas prendre un camp pour l'autre. Mais d'un point de vue, métaphysique, c'est aussi de dire que voilà, en fait, l'avenir est ouvert. Et c'est à toi, consultant l'oracle, de l'interpréter d'une manière ou d'une autre. Et là, on retrouve le tragique. C'est
l'avenir, en fait, n'est pas forcément écrit. C'est la compréhension que tu en as et les actions que tu vas mener en fonction de cette compréhension qui vont écrire cette œuvre. Et tu nous disais qu'il y avait plusieurs oracles, que d'ailleurs la petite c'était pas le plus documenté. D'ailleurs, c'est lequel le plus documenté et quelle différence pouvait y avoir entre les oracles? Est-ce qu'il y en a qui parlaient bien, genre limpide quoi? Donc c'est Dodone en Épire, au nord-ouest de la Grèce balkanique. C'est un sanctuaire oraculaire où c'est un chêne, un arbre, qui est l'oracle. Donc il est consacré à Zeus et le vent qui passe dans les arbres fait un certain bruit qui peut être interprété par les prêtres. Ou selon d'autres versions, il y a d'autres techniques de décryptage de ces phénomènes naturels qui permettent la compréhension de l'oracle. Donc là, c'est même pas un médium humain. Et puis, donc un sanctuaire qui est bien documenté, c'est le sanctuaire d'Apollon à Claros. Alors, c'est souvent le sanctuaire d'Apollon, parce qu'Apollon est une divinité oraculaire, mais pas que. Ça peut être Zeus comme à Dodone, ça peut être d'autres divinités aussi. Et donc, à Claros, donc en Asie mineure, on a des inscriptions épigraphiques assez précises qui nous renseignent sur le fonctionnement de ce sanctuaire oraculaire. Et on a d'autres pratiques divinatoires ou pas du tout? Il y a d'autres moyens de prévenir l'avenir que d'aller voir un oracle? Oui, il y a d'autres manières encore. Il y a des manières aussi d'agir sur l'avenir en créant des malédictions, par exemple. Donc ça, c'est dans la culture populaire, mais c'est bien attesté. C'est ce qu'on appelle des tablettes de défiction. Donc c'est des petites tablettes de plomb sur lesquelles on écrit une imprécation de malédiction. Et pour qu'elle se réalise, donc on enroule la petite plaquette de plomb, on la perfore, on l'enterre. Il peut y avoir aussi d'autres pratiques magiques pour rendre efficient le sort. Et donc ça, c'est une manière d'agir sur l'avenir. Alors ça peut être par exemple, rendre une personne malade, rendre une personne amoureuse, rendre une personne stérile, etc. Il y a donc et là, on voit bien on n'est plus du tout dans les grands sanctuaires internationaux avec des enjeux géopolitiques, mais des conflits de voisinage, des conflits intrafamiliaux, etc. Ouais, d'ailleurs, on a fait un épisode, nota bene là-dessus. N'hésitez pas à aller le voir sur YouTube. Ça s'appelle Comment pratiquait-on la magie dans l'Antiquité? De mémoire, c'était en partenariat avec l'INRAP d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je me fais de la pub, je fais ce que je veux. Voilà. C'est très cohérent parce que c'est effectivement des documents archéologiques. Donc c'est ça qui est intéressant. Ça change. Quand on change de source, on change d'information. Donc ouais, c'est un très bon exemple de source archéologique. C'est quoi un présage? Alors, un présage, c'est un phénomène souvent naturel que des spécialistes de l'interprétation des présages peuvent interpréter pour mettre en garde sur la conduite à tenir parce qu'il y a un risque à venir. Donc, un présage, ça peut être, par exemple... on avait parlé de l'hirondelle qui annonçait le printemps. Alexandre le Grand voit une hirondelle qui virevolte dans sa tente. Eh bien, un devin lui dit ça, c'est un présage qu'il y a quelqu'un qui te veut du mal. Donc, méfie-toi dans ton entourage, il y a quelqu'un qui te veut du mal. Bon, donc on ne sait pas trop pourquoi le devin utilise cette manière-là de comprendre l'événement, mais voilà, ça c'est un présage. Un présage, ça peut être aussi un phénomène extraordinaire, comme une éclipse, par exemple, une pluie soudaine en plein été, un éclair sans orage, etc., qui va être considéré comme un dysfonctionnement caché dont il faut chercher la cause. Par exemple, une famine, alors dans la tragédie d'Oedipe qu'on a déjà croisée, il y a une maladie qui frappe Thèbes, et c'est qu'il y a un problème quelque part, en fait. Et donc, il faut qu'on aille chercher ce problème. Donc voilà, le présage, il est révélateur d'un problème enfoui. C'est pour ça que ça intéressait beaucoup, par exemple, la psychanalyse et Freud à l'origine. C'est quelque chose qui est un révélateur, un symptôme en fait au sens médical, un symptôme d'un problème impensé ou inconnu qui est caché. Alors, on a quelques petites questions qui nous sont posées, qui viennent rebondir là-dessus ou pas forcément. Quelqu'un nous demande s'ils avaient la capacité de prédire une éclipse. Alors oui, déjà avec le mécanisme d'anticitaire, on en a une preuve archéologique, et puis on a des écrits, donc les écrits, les météorologiques d'Aratos. Enfin, on a vraiment des sources littéraires assez précises là-dessus, qui expliquent comment on pouvait
calculer la durée de certains cycles astro et donc de prévoir la date d'une éclipse. Tout à fait. Éclipse lunaire, éclipse solaire. Ça rebondit sur l'éclipse et je vois qu'il y a peut-être des fans de Tintin dans le coin. Il y a Mini Musique qui nous dit, mais du coup, est-ce qu'on pouvait faire d'une éclipse prévue un présage pour manipuler ? Oui, parce que, alors toujours, parce que de toute façon, une éclipse prévue, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelques astronomes ont prévu et qu'ils ont communiqué auprès de certains pouvoirs politiques, mais le peuple, lui, n'est pas au courant. Donc l'impact d'une éclipse est toujours énorme. Et même aujourd'hui d'ailleurs, vous pouvez annoncer qu'une éclipse va avoir lieu. Lorsqu'elle a lieu, il peut y avoir des tas de rapports émotionnels ou mystiques à cette éclipse. Ce sont deux pans qui ne sont pas inconciliables. Et par exemple, Périclès, qui était dans sa jeunesse chef d'équipage, il a été témoin d'une éclipse. Donc son équipage était terrorisé. Il disait qu'il fallait reporter l'expédition, que c'était un signe que les dieux étaient en colère. Et lui, il a essayé d'expliquer justement avec son logos, d'expliquer que c'était un phénomène qui était tout à fait prévisible, etc. Tout à l'heure, on parlait rapidement d'Alexandre le Grand qui est parti quand même jusqu'en Inde. Là aussi, on a fait des vidéos, nota bene, abonnez-vous. Et est-ce qu'ils ont été, Alexandre et ses Gréco-Macédoniens, jusqu'à amener leur vision du temps et leur manière de mesurer le temps là-bas ou pas du tout ? Ça, c'est assez difficile à dire. L'influence de la culture grecque sur les populations conquises, elle est difficile à mesurer. Alors, dans certains domaines, on peut, notamment pour l'Inde, en histoire de l'art, on parle d'art gréco-bouddhique, par exemple, pour l'art du Gandhara. Donc, il y a des influences, mais pour ce qui est du temps, c'est difficile à dire. Et alors, c'est un tout autre sujet que je serais bien en peine de traiter, mais le rapport au temps dans l'Inde védique est à la fois cyclique, donc très semblable à d'autres civilisations européennes, et à la fois très différent. Et il n'y a pas de traces, que je sache, d'influence attestée des Grecs sur ces rapports au temps, en Inde du moins. Après, les choses sont un peu différentes en Égypte. On a vu le cas de Manéthon. Manéthon, effectivement, il relie l'histoire égyptienne au prisme de la conception grecque du temps. Le fait-il parce qu'il est influencé ou le fait-il parce qu'il sait qu'il écrit pour des Grecs ? Ça, c'est une question qui est difficile à trancher. Mais bon. Peut-être parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps avant la fin de cet entretien. Peut-être qu'on pourrait parler un petit peu d'Hésiode. On parlait d'oracle, de présage. Le thème de cette édition de la Nuit européenne des chercheurs, et c'est à cette occasion qu'on a la chance de t'inviter aujourd'hui, c'est nos futurs. Donc nos au pluriel, nos futurs. On n'est pas sur du punk là cette année. Cette thématique du futur, elle n'est pas sans lien avec le projet Hésiode que toi tu diriges. Est-ce que tu pourrais nous toucher un petit peu un mot de ce projet ? Oui, donc le projet Hésiode, donc on a pris le nom du poète Hésiode, mais là c'est l'acronyme pour Histoire et épistémologie des savoirs et idées aux origines de l'écologie. C'est de questionner la crise écologique telle qu'elle se présente à nous, les défis environnementaux qui sont les nôtres, les questionner au prisme de l'Antiquité grecque. Comment la pensée grecque, le rapport à la nature dans l'Antiquité, peut nous aider à penser cette crise écologique. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, nos futurs, comment peuvent-ils être envisagés en faisant le lien avec la tradition grecque ? Le terme de nature, il est presque intraduisible en grec parce que la façon dont nous opposons, disons, l'homme d'une part et la nature d'autre part, ça c'est un concept qui est très peu grec. Et les Grecs ont un tout autre rapport. Ils se considèrent comme pris dans un ensemble qui est le cosmos, dont ils font intégralement partie. De même que le monde n'est pas un monde créé par un démiurge, par un dieu, mais le monde est lui-même. Et donc c'est un phénomène de génération spontanée, d'engendrement. Ce n'est pas une création au sens d'une fabrication par une divinité tutélaire, etc. Donc tout cela a des impacts sur la façon dont on se projette dans le monde, et notamment du point de vue écologique, sur la rupture entre l'homme et l'animal, l'homme et le végétal, etc. etc. Tu as quelques exemples peut-être de justement comment cette antiquité grecque elle a pu alimenter nos réflexions, au-delà de ce que tu viens de dire ? Dans l'Antiquité grecque, dans la tradition philosophique, par exemple, la tradition c'est un pluriel en fait, dans les traditions philosophiques, plusieurs rapports à la nature ont été envisagés. Et donc, ils ont des
conséquences sur la vision qu'on peut avoir de l'animal, la vision qu'on peut avoir de la place de l'homme dans l'univers. Alors que ce soit l'épicurisme, le stoïcisme, l'orphisme, eh bien, la tradition grecque peut nous proposer, disons, d'autres modèles, d'autres façons de penser notre rapport au monde. Alors, un exemple d'une séance de séminaire qu'on avait organisée, on avait fait venir un astrophysicien, justement, Pacôme Delva, qui avait dialogué avec un spécialiste de Platon autour du concept de cosmos et de métron, c'est-à-dire le concept d'univers, de monde, et de métron, de mesure du temps comme mesure de l'espace. Et donc, c'était une manière pour nous de faire dialoguer une tradition antique avec la recherche de pointe aujourd'hui en astrophysique. Il y a moyen de retrouver ces rencontres quelque part ou pas ? Oui, elles sont enregistrées pour la plupart d'entre elles sur le carnet hypothèse Hésiode, donc le site internet du projet Hésiode. Que je pense qu'il pourra être mis dans la description. Et donc, on a des enregistrements audio de certaines de ces séances, donc à la fois les conférences et puis les discussions qui suivent les conférences. Il y a Philémon qui nous dit, en tant qu'historien, quelle est selon vous l'influence entre les mythes et les sciences et leur influence sur cette société ? Autrement reformulé, en empruntant un raccourci, est-ce que en Grèce antique, une histoire comme celle de Galilée aurait pu survenir ? Une histoire comme celle de Galilée, pas vraiment, parce que d'abord, il n'y a pas de coupure fondamentale entre la science et la religion. Cependant, à l'époque de Périclès même, on connaît des procès en impiété à Sébéia pour des personnes qui sont considérées comme remettant en cause les croyances religieuses de la cité. Donc, c'est le cas de certains astronomes qui peuvent être accusés de remettre en cause des croyances traditionnelles, et c'est le cas aussi de Socrate, c'est le cas le plus connu. Socrate, il subit un procès pour corruption de la jeunesse et non-respect des dieux de la cité. Et c'est un procès qui, effectivement, se termine par une condamnation à mort. Donc, on peut trouver, si ce n'est des parallèles, du moins des rapprochements. Mais de manière générale, il n'y a pas de rupture entre mythe et science dans la pensée grecque. Bien sûr, il y a deux mots, il y a mythos et logos, mais les deux sont complémentaires pour comprendre le monde. Le mythe a sa propre rationalité symbolique, métaphorique, et la science est souvent, le discours par exemple, philosophique de Platon, il s'appuie sur des mythes. C'est pourquoi Platon fabrique des mythes pour déployer son argumentation. Socrate même, dans le Phédon, au moment de sa mort, il décrit les enfers, et il décrit une géographie des enfers qui n'est pas du tout celle à laquelle on s'attendrait. Il prend de grandes libertés. Alors vous me direz, il est déjà sur le point d'être condamné à mort, donc de toute façon, il n'a plus rien à perdre. Mais il dit, c'est une fiction pédagogique, c'est pour vous faire comprendre ce que je veux vous dire. C'est un peu comme, si j'ose le parallèle, comme le dessin animé « Il était une fois la vie ». Vous voyez, on sait bien que ce n'est pas des petites usines qui construisent des globules rouges, tout ça, mais c'est une fiction pédagogique. Ça renvoie à une démonstration scientifique qui s'appuie sur des images en fait parlantes. C'est ça l'articulation entre mythe et science. Donc, il ne faut pas forcément les opposer. En fin d'émission, en général, je demande à l'invité s'il a quelques pistes de lecture, de réflexion pour nourrir un petit peu tous les gens qui nous écoutent sur la thématique du jour. Alors pour en savoir un peu plus sur ce fameux temps chez les Grecs anciens, qu'est-ce que tu aurais à nous proposer ? J'ai apporté justement les couvertures. Il y a un grand classique, moi, que j'aime beaucoup, qui est évidemment daté parce qu'il est du début du XXe siècle. C'est l'ouvrage du vénérable Auguste Boucher-Leclerc, Histoire de la divination dans l'Antiquité. Donc, c'est beaucoup d'érudition. C'est évidemment assez difficile à lire parce que c'est la manière dont on écrivait l'histoire à cette époque. Mais c'est vraiment un recueil des pratiques divinatoires qui est très important et qui donc explique bien le rapport au temps. Du coup. Et puis, beaucoup plus récent, il y a un très bon livre qui s'appelle « Comment connaître l'avenir pour un grec ancien » de Daniel Joanna, donc, qui est très clair et là pour le coup très accessible, très, très pratique. Et puis, donc ça c'est ceux que j'avais amené en lien avec la divination. Puis pour l'invention du temps, c'est un tout petit livre, un tout petit livre qui est vraiment génial de Bernard Melguin, qui explique justement l'invention intellectuelle du temps dans les différentes civilisations.
donc des thèmes qu'on a évoqués. Voilà. Et plus spécifiquement sur l'Antiquité, il y a le livre de Jérôme Bonin, La mesure du temps dans l'Antiquité. Donc c'est un romaniste, donc il s'intéresse bien sûr essentiellement à son domaine Rome, et il fait aussi bien sûr des excursus sur la Grèce, sur l'Égypte, sur la Mésopotamie. Et de manière plus générale, l'ouvrage d'un grand historien et philosophe de l'histoire qui est spécialiste à l'origine du monde grec, mais qui s'est aussi tourné vers des propos plus généraux, c'est François Hartog, Chronos, l'Occident aux prises avec le temps, paru chez Gallimard en 2020 ou 2021, je ne sais plus. Qui est un livre là très général. D'accord, bah écoute, super, merci beaucoup. Et quelles sont tes actus ? Est-ce que t'as un truc à nous vendre ? Est-ce que tu planches sur un bouquin secret, par exemple ? Je ne sais pas. Alors je travaille avec une équipe d'autres chercheurs antiquisants à un dictionnaire critique d'histoire environnementale de l'Antiquité. Donc, à la fois des anthropologues, des historiens, et ce sera un recueil par entrée, justement, par mots-clés, sur les concepts, justement, de rapport à la nature. C'est ce sur quoi je travaille en ce moment. Ouais, super, en tout cas, je te remercie encore, William, de nous avoir accordé du temps aujourd'hui. Je rappelle aussi à tous ceux qui nous écoutent que eh bien ce live on l'a fait à l'occasion de la Nuit européenne des chercheurs qui a lieu cette année en 2023 le 29 septembre dans près de 16 villes françaises. C'est l'occasion ou jamais d'aller à la rencontre des chercheurs, de discuter avec eux. Toi, t'as prévu quoi sur cette nuit-là ? Alors pour la diffusion donc en différé de cet enregistrement, parce que sur la date même, je serai en colloque à Gênes, en Italie, un colloque sur justement l'Asie, le continent asiatique, dans l'œuvre de Strabon. Voilà. Et je ne peux pas revenir ça fait partie des imprévus. L'avenir est plein d'imprévus parce que l'effondrement du tunnel Paris-Turin rend le trajet plus compliqué. Voilà. Donc je serai encore à Gênes à ce moment-là. Voilà. Bon, bah en tout cas, il y a plein d'autres chercheurs qui sont à votre dispo. On vous met les liens de toute façon en description ou là dans le chat pour ceux qui nous écoutent. C'est le 29 septembre, ça vaut vraiment le coup. Le thème de l'année, c'est nos futurs. Et pour tous ceux qui écoutent cette émission trop tard, il est jamais trop tard puisque cette Nuit européenne des chercheurs, elle a lieu tous les ans, donc n'hésitez pas à googler tout ça pour en savoir où ça se passe près de chez vous et qu'est-ce que vous pouvez faire sur cette soirée. Merci encore William. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci au Modo et notamment à Louis qui a préparé cette émission. Passez tous une très bonne semaine, on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.